Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour notre deuxième cours d'histoire consacré à l'Atlantique. Je reçois Éric Schnackenbourg qui vient de publier aux éditions Armand Collin Le monde atlantique, un espace en mouvement 15e-18e siècle. Et je suis ravie de rencontrer aujourd'hui Éric Schnackenbourg. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu une deuxième fois pour ce deuxième cours d'histoire. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université de Nantes et directeur du centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Dans le premier cours d'histoire, vous nous avez parlé de l'Atlantique comme réalité géographique, comme espace découvert par les Européens. Et j'aimerais qu'on s'attarde aujourd'hui sur la colonisation. Qu'est-ce que coloniser, évidemment dans son sens large, comment concevoir cette colonisation non pas comme un phénomène figé et unilatéral, mais comme un moment de l'histoire qui connaît un grand nombre de mutations, d'évolutions entre les peuples et entre les territoires. L'Atlantique, donc, vous le dites très longuement dans votre ouvrage, et c'est important de le repréciser, c'est un espace en mouvement, en tension, un lieu d'échange et d'interaction. Avant de parler de la colonisation en tant que telle, j'aimerais qu'on parle des cartes, puisque pour coloniser un espace, il faut avant tout le connaître, il faut l'intellectualiser, si je peux m'exprimer ainsi. Et vous dites dans votre livre qu'avant le XVe siècle, certaines civilisations africaines et américaines ont leur propre cartographie. Ce n'est pas seulement les Européens qui imaginent le monde autour d'eux. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces cartographies ? Eh bien, représenter l'espace est précisément une réalité anthropologique, puisqu'on la retrouve dans des tas de civilisations, enfin dans beaucoup de civilisations, avec des systèmes qui sont extrêmement différents. Par exemple, aujourd'hui, il nous paraît absolument évident et naturel de mettre le nord en haut et le sud en bas, mais en réalité, c'est une convention. Donc, la cartographie, c'est un élément qui est un élément culturel. C'est vraiment un aspect de la culture. Alors, représenter l'espace autour de soi peut avoir des finalités politiques, mais aussi peut avoir un intérêt en termes de navigation. Alors là, on n'est pas dans le monde atlantique, mais on sait par exemple qu'il y avait des représentations de l'espace chez les peuples du Pacifique, précisément pour pouvoir représenter des itinéraires de navigation entre les îles. Après, la deuxième chose, c'est que représenter l'espace sur une carte, c'est aussi avoir une certaine conception du territoire. Alors, c'est pour ça que des peuples, par exemple, qui sont nomades, n'ont pas le même rapport à la représentation précisément de l'espace. Et alors, si nous en revenons aux Européens, représenter l'espace, c'est aussi se l'approprier. Alors, se l'approprier sur le plan intellectuel, vous avez raison, mais c'est aussi se l'approprier sur le plan politique, parce qu'il ne s'agit pas simplement de représenter l'espace et de faire un trait de côte, il s'agit aussi de nommer l'espace. Les cartes servent aussi à nommer l'espace, et on sait à cet égard la fortune et le succès du nom America qui a été pour la première fois inscrit sur une carte et à partir de là reproduit, et le terme s'est imposé. Donc la cartographie, c'est une opération qui est extrêmement compliquée sur le plan intellectuel, parce qu'il faut réduire une immensité à un support qui est appréhendable par l'œil. Donc on voit que c'est extrêmement difficile, d'autant plus que la Terre étant ronde, eh bien encore aujourd'hui il y a des questions de projection, et en fonction des projections que vous choisissez, eh bien vous donnez plus ou moins de poids à telle ou telle région. Est-ce que ces cartes, notamment les cartes qui sont réalisées par les Européens, tendent à représenter l'Atlantique comme un tout, comme un monde ?
Eh bien, en fait, alors il faut d'abord peut-être rappeler que la première carte européenne sur laquelle figure l'Amérique, c'est une carte espagnole de Juan de la Cosa qui a été réalisée en 1500. Alors la question, c'est effectivement la question du monde atlantique et d'ailleurs ce sont des problématiques qui vont être aussi, qu'on voit déjà dans l'espace méditerranéen. Finalement, quand on représente l'espace atlantique, qu'est-ce qu'on représente? Est-ce qu'on représente un espace maritime et auquel cas, finalement, il faut donner les indications des vents, les indications des directions, si bien que la précision du trait de côte n'a pas grande importance, ou est-ce qu'on représente véritablement un espace avec des traits de côte le plus fidèlement possible? C'est vraiment deux choix. Les cartes pour les navigateurs et les cartes, disons, pour les observateurs. Alors, bien sûr, au XVIe siècle, au XVe siècle et au XVIe siècle, eh bien, ce sont plutôt des cartes pour les navigateurs, mais on voit, par exemple, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, des cartes qui ont davantage pour but de représenter le plus fidèlement possible l'espace qui vont être réalisées, sachant que ces cartes doivent être réactualisées en permanence au fil des explorations, au fil des découvertes, au fil de la correction des erreurs. Et quand on met comme ça des cartes côte à côte, on voit petit à petit le monde, en quelque sorte, prendre la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Avant de parler de la colonisation en tant que telle, j'aimerais vous poser 2 questions de définition. Comment est-ce que vous définissez une colonie et comment est-ce que les Européens définissaient une colonie? Alors en réalité, derrière cette question qui a l'air simple, il y a une réalité extrêmement compliquée. Parce que souvent, quand on parle de colonie pour, disons, l'époque moderne, eh bien, on a en tête finalement la colonisation du 19e siècle. En réalité, dans un premier temps, le terme même de colonie est évidemment fondé sur l'Antiquité, notamment l'Antiquité grecque. Qu'est-ce que c'est qu'une colonie à l'origine? Le sens de ce terme colonie, c'est simplement des individus qui vont s'installer dans un espace, disons, plus ou moins lointain. Mais on voit que, au moins dans un premier temps, il n'y a pas l'idée de la subordination. Et c'est vraiment un point qui doit être, qui est vraiment important, c'est que le rapport de subordination entre colonie et métropole, c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui se construit à partir du XVIIe siècle et qui va bien sûr se renforcer au XVIIIe et XIXe siècle. Mais avant de ça, avant ce moment-là, eh bien, les Français, par exemple, qui sont installés en Nouvelle-France, eh bien, au fond, ce sont des Français qui sont installés sur un autre territoire. Et il faut aussi se poser la question, finalement, pourquoi, dans le Royaume de France, ne parle-t-on pas de colonie? Parce que ce sont des territoires qui sont considérés comme ayant intégré le Royaume de France. Eh bien, c'est la même chose pour les espaces ultra-atlantiques. Dans un premier temps, c'est simplement, je dirais, des morceaux de France avec une discontinuité. Et c'est petit à petit, encore une fois, que ce rapport de suggestion va se mettre en place. Et vous parlez également, alors c'est le titre de votre chapitre 2, Colonie et Empire, sur lequel je me suis appuyée pour préparer cette émission. On peut parler d'empire entre le 15e et le 18e siècle. Est-ce que, en fait, le monde atlantique, c'est l'histoire de la formation d'empire? Je vous provoque un peu... Alors, j'en suis consciente. C'est l'histoire de la formation d'empire. Je vais faire une réponse mi-figue mi-raisin, oui et non. Parce que déjà, on voit par exemple chez les Espagnols ne pensent pas du tout, ne pensent pas en tout cas avant la fin la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ne pensent pas leur possession comme des empires. Il faut bien voir, et là on a eu quand même des progrès dans l'historiographie récemment, avec l'idée de monarchie composite. Parce que par exemple, si vous prenez un souverain comme Charles Quint, il est roi d'Espagne, il est aussi, pour prendre simplement 2 de ses titres, empereur du Saint-Empire romain germanique. Et donc finalement, ce sont des territoires qui s'ajoutent à d'autres territoires. Eh bien, cette idée vraiment des monarchies composites, elle va être dans un premier temps l'idée centrale qui va associer des territoires des territoires américains aux territoires européens. Par exemple, prenons le cas de l'Angleterre. Eh bien, les Anglo-américains, c'est-à-dire les Anglais qui vivent en Amérique dans ce qui va devenir les 13 colonies à partir du XVIIIe siècle, ne se pensent pas comme des gens vivant dans une colonie. Ils se pensent simplement
comme des Anglais, avec les droits des Anglais, avec les devoirs des Anglais, mais il se trouve qu'ils vivent à plusieurs milliers de kilomètres de l'Angleterre. Donc, il n'y a pas cette idée de la colonie. Quant à l'empire, eh bien, le terme va apparaître d'abord, va être utilisé beaucoup chez les Anglais dès le début du XVIIIe siècle. L'empire comme la capacité à rassembler dans un ensemble plus ou moins cohérent des territoires dispersés avec des caractéristiques différentes. Donc, l'idée de colonie et d'empire, évidemment, ce sont des idées qui sont liées. Mais encore une fois, il faut se méfier de la manière dont on entend ces termes-là, parce que ce sont des termes qui sont très connotés 19e siècle avec les grands empires coloniaux. Oui, on n'est pas du tout dans la même logique. Et d'ailleurs, vous l'avez dit dans la première émission, le premier but de ces explorations, c'est avant tout de trouver des richesses en Asie. Donc petit à petit, c'est cette idée de colonisation comme on l'entend aujourd'hui qui va se faire, mais ça prend au moins 3 à 4 siècles. Oui, tout à fait. Alors l'idée de colonisation est un peu plus rapide. C'est à partir du moment où on se rend compte, par exemple, si on prend l'exemple des Antilles, que l'on peut cultiver alors d'abord du tabac, puis de la canne à sucre pour faire du sucre. Eh bien là, les choses vont être différentes, parce que si on prend l'exemple de la production du sucre par exemple, eh bien le sucre c'est une richesse importante par exemple pour la France. Eh bien il faut s'assurer que le sucre produit dans les territoires français, alors au XVIIIe siècle les principaux c'est Saint-Domingue, la Guadeloupe et la Martinique, il faut s'assurer que cette richesse profite à la France. Donc il va se mettre en place donc ce rapport colonie-métropole avec le fameux système de l'exclusif qui théoriquement interdit tout commerce dans les colonies françaises avec des étrangers. C'est une théorie, puisqu'en réalité il y a une contrebande qui est extrêmement active. Comment l'Europe se partage-t-elle les terres? Comment est-ce que les puissances européennes s'arrangent avant tout sur leur propre territoire pour se mettre d'accord sur qui va coloniser quoi, pour parler un petit peu Eh bien, en réalité, elles s'arrangent plus ou moins. Le premier élément évidemment très important, c'est le traité de Tordesillas de 1494, qui est une partition finalement du monde entre ibériques, entre portugais et espagnols. Eh bien, donc on détermine une limite, et cette limite, le territoire qui sera situé à l'est, donc vers l'Afrique et l'océan Indien, correspond au domaine portugais, et à l'ouest au domaine espagnol. Cependant, ce traité de Tordesillas, qui est un traité diplomatique, va être remis en cause évidemment par les Français, par les Anglais, par notamment les Néerlandais. Eh bien, il s'agit de s'emparer, de manière concrète, comment cela se passe-t-il? Eh bien, il s'agit de s'emparer de terres en considérant, et là aussi il y a une difficulté, que ces terres sont ce qu'on appelle des terra nullius, c'est-à-dire des terres qui n'appartiennent à personne. Or, il y a bien des habitants sur ces terres, il y a bien des Amérindiens qui sont établis là, et donc il y a toute une opération de justification de l'appropriation de ces terres par la conquête militaire. Et puis il y a un élément qui est très important, c'est le choc microbien qui va considérablement affaiblir les populations amérindiennes, et donc on va s'emparer de terres. Mais au fond, quand on parle de la fondation de colonies, comment s'approprier une terre? Est-ce qu'il suffit simplement d'être le premier à être arrivé sur place? On plante l'étendard du roi, on fait une proclamation et on considère que cette île, par exemple, appartient à notre souverain? Ou est-ce que c'est les premiers qui arrivent sur place et qui, véritablement, commencent à exploiter? Donc, qu'est-ce que c'est que s'approprier une terre? Et la colonisation, le début de la colonisation en Amérique, pose cette question-là. Puisque, pour certains, évidemment, les Espagnols considèrent que, parce que Christophe Colomb a découvert un ensemble de terres aux Antilles, eh bien, voilà, il suffit d'être arrivé le premier. Donc la question du droit de découverte est remise en cause par les Français et les Anglais, qui considèrent que certes, ils sont arrivés après les Espagnols, mais ils sont les premiers à véritablement exploiter ces îles, à les mettre en valeur, à dominer leur environnement, à assujettir leur population, et par conséquent, ils considèrent que ces îles doivent leur revenir. Alors, il y a des rivalités, il y a des conflits, et on constate que
petit à petit, à la fin du XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle, les questions coloniales vont prendre de plus en plus d'importance dans les relations entre les puissances européennes, avec en point culminant la guerre de 7 ans, puisque la guerre de 7 ans, c'est le premier conflit qui débute pour des causes qui sont extra-européennes. Oui, on verra comment l'impact de cette découverte du monde atlantique et de la volonté des puissances européennes de se l'approprier a un impact direct dans les sociétés européennes sur leur propre sol. Vous dites dans votre ouvrage qu'il y a une incompatibilité entre les prétentions ibériques et celles des autres puissances maritimes. Est-ce que c'est une réalité qui va courir sur tous les siècles que vous décrivez, ou est-ce que les choses vont finalement sans cesse bouger, évoluer, et les alliances vont se retourner aussi facilement que sur un champ de bataille Eh bien, en fait, les Espagnols donc s'installent dans un premier temps aux Antilles, mais finalement, à partir du moment où ils vont arriver en terre ferme, c'est-à-dire sur le continent américain, eh bien, ils vont délaisser les Antilles. Par exemple, prenons un élément très simple. Si vous prenez Cuba, Cuba a le potentiel d'être une grande île sucrière, et elle commence à l'être à partir des années 1760. Mais en réalité, jusque-là, eh bien, les Espagnols ne produisent pratiquement pas de sucre. Pourquoi ils ne produisent pas de sucre, ou très peu de sucre? Parce que, eh bien, les efforts de leur présence en Amérique sont avant tout orientés, concentrés sur la terre ferme et sur les richesses, notamment l'argent du Mexique. Et donc, il y a vraiment des logiques ici qui sont des logiques différentes. Les rivalités vont être extrêmement intenses entre Espagnols, Français et Anglais. D'ailleurs, les Espagnols ont une expression quand ils parlent des îles des Antilles, ils parlent de las islas inutilas, c'est-à-dire les îles inutiles. Et pourtant, eh bien, les Français et les Anglais vont s'en contenter, que l'on pense à la Jamaïque, à Saint-Domingue ou à la Guadeloupe ou à la Martinique. On peut dire que coloniser, c'est pas seulement posséder une terre ou du moins la gouverner, mais aussi maîtriser un espace. Et quand on pense au monde atlantique, notamment pendant l'époque moderne, on pense au commerce triangulaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le lien entre ce commerce triangulaire et l'évolution du monde atlantique, comme on se l'imagine et comme il évolue lui-même en tant que tel? Alors, d'abord, je voudrais préciser une chose qui me semble très importante à propos du commerce triangulaire. Le commerce triangulaire, comme je le marque dans l'ouvrage, est extrêmement connu. C'est la forme la plus célèbre, si j'ose dire, de circulation atlantique, et il est enseigné dans les collèges et les lycées. Mais en réalité, le commerce triangulaire est un circuit qui est minoritaire dans les échanges atlantiques. Si vous prenez par exemple le port de Nantes, qui est le principal port négrier français de l'époque moderne, eh bien, on se rend compte que le commerce triangulaire ne concerne que 1/3, 20% des expéditions. L'essentiel des échanges dans le monde atlantique entre l'Europe et l'Amérique, c'est du commerce qu'on appelle en droiture, c'est-à-dire du commerce direct. Le commerce triangulaire, ça n'est qu'un des aspects de ces échanges atlantiques. Alors, il est extrêmement important parce que le commerce triangulaire, évidemment, c'est le commerce de la traite. Donc 12 millions et demi d'Africains, je le rappelle. Il faut aussi peut-être préciser une autre chose, c'est que les marchandises de traite, c'est-à-dire les marchandises qui sont expédiées d'Europe en Afrique, eh bien ces marchandises ne sont pas, contrairement à ce que l'on croit très souvent, de la pacotille et des marchandises de mauvaise qualité. Alors évidemment, il y a des marchandises de mauvaise qualité, mais on voit bien qu'il y a des marchandises qui sont des marchandises précieuses, voire des marchandises de luxe, parce que les acheteurs africains, eh bien, ont acquis le savoir, l'expérience des marchandises européennes. Et ça, encore une fois, je crois que c'est une, si j'ose dire, une pollution du 19e siècle qui fait croire qu'on donne 3 bouts de verroterie à un Africain. Alors, on voit bien derrière les représentations qu'on a aussi, 3 bouts de verroterie à un Africain qui, en échange, va vous donner de l'or, des esclaves, etc. Les esclaves en Afrique, ça coûte cher. Et si ça coûte cher, eh bien, il faut donner à ceux qui vendent les esclaves, il faut leur donner des marchandises de qualité. N'oublions pas que les Européens sont aussi en concurrence entre eux. Donc si vous donnez, je sais pas, une mauvaise cargaison de fusils
a un interlocuteur qui va vous vendre des esclaves, eh bien, il va l'apprendre la première fois, mais quand votre rival va donner des fusils de meilleure qualité, eh bien, évidemment, vous allez, en quelque sorte, perdre le marché. Donc, le commerce triangulaire, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, et c'est une image qui est un petit peu trompeuse. Il existe, bien sûr, et il symbolise la mise en relation de ces trois espaces, l'espace européen, enfin le littoral européen, le littoral africain et l'Amérique, et de cette interdépendance. Mais encore une fois, il faut le remettre à sa juste place. Vous avez parlé, quand vous parlez de ces échanges, en fait, on a l'impression que les Amérindiens, mais également les Africains, peuvent y trouver leur compte dans les échanges avec les Européens. Mais pareil, on a souvent l'image des Européens qui arrivent, qui saccagent tout, voire qui provoquent des génocides, alors qu'en fait, les choses sont beaucoup plus complexes. Est-ce qu'on peut dire que la réussite, entre guillemets, d'une colonisation par les Européens est liée à leur capacité à s'adapter aux peuples qu'ils veulent coloniser et à les comprendre et à échanger avec eux? Alors oui, bien sûr, il y a des interactions culturelles, mais il y a une chose, finalement, une question un petit peu simple que je me suis posée en réalisant cet ouvrage, c'est au fond, pourquoi les Européens ont colonisé l'Amérique et pas l'Afrique? Ça aurait été beaucoup plus simple, en quelque sorte, plus proche. Les esclaves auraient été sur place. Eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Européens, à l'époque moderne, non. Alors, il y a quelques établissements qu'on peut qualifier de coloniaux, en Angola ou dans le sud de l'Afrique, mais en réalité, les Européens, que ce soit pour des questions épidémiologiques, c'est-à-dire les taux de mortalité des Européens en Afrique sont extrêmement élevés, parce qu'en fait, en face aussi, il y a des États africains qui sont des États puissants. Donc les Européens n'ont pas pu s'établir sur le mode colonial en Afrique. En revanche, en Amérique, ils ont pu le faire parce que il y a eu le choc microbien, encore une fois, extrêmement important. 90% des populations amérindiennes en un siècle, alors évidemment c'est une moyenne, hein, ont été décimées. Donc en quelque sorte, la résistance amérindienne en tant que telle, évidemment, a été affaiblie, plus la supériorité militaire. Alors évidemment, tout le monde trouve son compte dans ces échanges, dans un premier temps du moins. On le voit en Afrique, puisque alors on estime qu'il y a à peu près 3-4% de l'ensemble des esclaves qui ont été razziés, c'est-à-dire qui ont été capturés au sens propre. Autrement dit, à peu près 95% des échanges des esclaves qui ont été déportés en Amérique ont été achetés. Et donc s'il y a achat, c'est qu'il y a une offre et une demande. Et si la demande européenne n'a jamais cessé, l'offre africaine a toujours répondu. La traite des esclaves, c'est un commerce. Il faut donc un acheteur et un vendeur. Il faut que tout le monde y trouve son avantage. Et alors évidemment, je ne parle pas des malheureux qui étaient dans les cales des navires naturellement, qui étaient des victimes. Mais en Amérique, c'est pareil. Il y a des échanges. On le voit par exemple au XVIe siècle en Amérique du Nord, dans le cas des Français. Eh bien, les Amérindiens. Alors c'est une histoire qui est assez amusante parce que les Amérindiens amènent des pots de castor aux Français qui leur donnent en échange des produits notamment métalliques, qui leur donnent de l'alcool. Et au fond, les Européens ont l'impression qu'ils donnent des marchandises de peu de valeur et obtiennent des pots de castor qui ont beaucoup de valeur. Ils ont l'impression qu'ils font une très bonne affaire. Et les Amérindiens, de leur côté, ils donnent des pots de castor, des castors qui étaient extrêmement nombreux. Pour eux, c'est une marchandise qui n'a pas une grande valeur. Et ils obtiennent des choses qui, dans leur culture, ont beaucoup de valeur. Et donc finalement, comme le dit l'historien Timothy Brook, chacun avait l'impression de berner l'autre et de faire une bonne affaire. Et c'est précisément comme ça que les choses se sont mises en place. Mais ces échanges qu'on a entre Européens et Amérindiens, effectivement, c'est des échanges que l'on voit dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, effectivement, avec le renforcement de la population européenne, l'affaiblissement des populations amérindiennes, eh bien, on passe sur des échanges qui sont vraiment des échanges qui sont dissymétriques, ce qui n'était pas le cas en Afrique. On a parlé en fait de l'économie et c'est intéressant ce que vous dites sur la relativité de la valeur et de l'argent. On a parlé des ambitions politiques des Européens et qui exportent aussi leur rivalité outre-continent. Et un troisième pendant de la colonisation, mais vous allez me répondre qu'il y en a bien d'autres, c'est l'aspect religieux. On colonise aussi, on traverse l'Atlantique parce qu'on veut apporter la bonne parole à ceux
qui ne connaissent pas la religion chrétienne. Quelques mots sur l'évolution de ces missions entre le 15e et le 18e siècle. Ce sera ma dernière question. Il vous reste quelques minutes. Bien, je vous remercie. L'évangélisation est un aspect effectivement très important du rapport des Européens au monde, en particulier au monde américain, même si on a aussi des missions d'évangélisation en Afrique. Et là, à cet égard, il faut distinguer d'un côté les catholiques, c'est-à-dire les Français et les Espagnols, et de l'autre côté les Anglais. Alors, pour les catholiques, pour les Français et les Espagnols, il y a des ordres qui vont être très actifs dans la colonisation. On parle aussi des Portugais, j'ai oublié les Portugais, mais il faut aussi les mentionner, avec les Jésuites. Et les Jésuites, notamment, vont être des passeurs culturels extrêmement importants, parce que la conversion jésuite se base aussi sur l'éducation, sur la compréhension, la connaissance des cultures non européennes, et on voit un certain nombre d'ouvrages, de dictionnaires par exemple, entre que ce soit espagnol, portugais ou français, et des langues amérindiennes, qui vont être l'œuvre des jésuites. Il s'agit vraiment de convaincre, d'intégrer. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de relation de force derrière, il y a bien sûr des relations de force, mais il s'agit aussi de convaincre véritablement les Amérindiens de la bonne parole selon les jésuites. Mais on voit aussi que dans ces processus d'évangélisation, il y a ce qu'on appelle du syncrétisme, c'est-à-dire des mélanges de pratiques précolombiennes et de pratiques chrétiennes. Par exemple, l'usage du tambour. L'usage du tambour dans les fêtes religieuses chrétiennes, du tambour traditionnel, est-ce que c'est simplement participer à une fête religieuse chrétienne, ou est-ce que c'est une réminiscence de la des cultures amérindiennes? Et finalement, on se rend bien compte qu'il y a petit à petit, au fil du XVIe, du XVIIe et du XVIIIe siècle, eh bien une plus grande rigueur qui va être apportée, avec une volonté d'avoir un christianisme, un catholicisme beaucoup plus conforme à ce qui se passe en Europe. Cependant, nul ne peut sonder véritablement les cœurs et les âmes, et il y a des survivances, on voit encore aujourd'hui des pratiques dans par exemple le catholicisme sud-américain, dans lesquels on retrouve des traces de pratiques qui étaient des pratiques précolombiennes, ce qui donne la spécificité du catholicisme sud-américain par rapport au catholicisme européen, par exemple. Merci beaucoup, Eric Schnackenbourg, d'avoir répondu à nos questions pour ce deuxième épisode de notre cours d'histoire sur l'Atlantique. Si vous souhaitez aller plus loin, chers auditeurs, je vous conseille le livre Le Monde Atlantique, un espace au mouvement, donc qui a été publié aux éditions Armand Collin. Nous pouvons hélas qu'évoquer que quelques moments de l'histoire qui sont évoqués dans le livre. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité, et je vous dis à très bientôt donc pour le 3e et dernier épisode de la série, où nous parlerons de l'impact des découvertes et des colonisations sur les sociétés européennes. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.